Alors, un vote pour sexe criminal. Yes. Un vote pour rag. Oh là, Putain. merde. Un vote pour sexe criminal. Yes. Ok, Normal. Un vote pour sexe criminal. Voilà. ok. Un vote pour rag. Bon, bah, on va peut-être arrêter le décompte là, non? Mais pourquoi? Bah, je sais pas, enfin, je pense que c'est bon, on a compris que ça serait... C'est assez représentatif. C'est antidémocratique. Ouais, je sais pas, moi je pense qu'on n'est pas obligé de tout compter, hein. De toute façon, là, Un vote c'est pour plié. sexe On sait criminal. qu'on va avoir la majorité des grands lecteurs, donc c'est bon. Ok. Bon, bah, je Un lance vote l'émission. pour rag. Oui, ah. Bonjour et bienvenue dans la 154e émission de Comics Outcast avec une blague d'intro en accord avec l'information, bien entendu. Nous sommes toujours au top de ce qui se passe dans le monde. Et bien aujourd'hui, nous avons trois grands chroniqueurs, trois grands fans de comics qui vont nous parler de comics incroyables et avec un Shelby, avec un retour dans le temps, faudra bien le voir, on vous le dira tout à l'heure. Sur ma gauche, j'ai Lulu. Bonjour Lulu, comment tu vas ? Bonsoir, ça va très bien. Et toi? Oui, très bien, merci. Super. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ou regardes? Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps durant le confinement? Je regarde iZombie sur Netflix parce qu'il y a la magnifique personne de Rahul Kohli qu'on m'avait Mais bien sûr. recommandé. Et voilà, et c'est pas mal. iZombie Ouais, D'accord. c'est une adaptation d'un comics, mais c'est fini maintenant la série. Et c'est une nana qui devient un zombie et qui mange des cerveaux humains et qui du coup peut aider la police parce qu'elle a accès à leurs souvenirs. Et D'accord. pas mal du tout. C'est une très peu lointaine comment, adaptation Chou du comics aussi. parce qu'en vrai, à part le nom, il n'y a que ça, quoi. C'est vrai? Ouais, il y a rien, ça Ah n'a oui, rien d'accord. à voir du tout le comics et la série. Mais la série est très bien, ouais, pour le coup. Bah, t'as quand même le côté je suis zombie et j'aide la police. Oui, on oublie tout le reste, les loups-garous, le reste, machin. Oui, non mais. D'accord. C'est une petite adaptation. Peut-être un HLB un jour dessus? Non, ça vaut pas le coup, c'est ça? Déjà fait. Absolument. Déjà fait? Ok, d'accord. Émission Bien sûr, numéro je te parle 24, que des monsieur. séries. Oh là là, quelle puissance. Non, mais je parlais de la série, pas du comics. Déjà fait aussi. Émission numéro 24, monsieur. Ok, arrêtons les votes. Vous l'avez entendu, c'est Stop the Zéphiriel count! qui est en face de moi, lui. Bonjour Zéphiriel. Salut, ça va? Vous allez bien? Comment ça va, Catrice, tu vas bien? Bah, Tu ça lis va, quoi en ce j'ai moment déjà dit tout à l'heure. Moi, je lis rien en ce moment. Si, je lis le conducteur de l'émission, là, à ce moment même. Ah, T'as vu, bravo. cette puissance. Et toi, du coup, tu fais quoi pour t'occuper dans le confinement, à part faire une partie de jeu de rôle toutes les 4 heures? Pas toutes les 4 heures, j'en fais que 4 par semaine. Et je lis aussi, j'ai continué à lire, là j'avais commencé Métro 2033 et Ah oui, j'ai c'est fini, vrai. donc je suis à Métro 2034 maintenant. Et ça tue. Et je lis aussi L'Empire des Cerisiers, qui est un autre jeu de rôle aussi, et ça bute bien. Et je continue Hunter x Hunter, et ça bute bien. J'avais jamais vu ça, et c'est vraiment bien. Et je viens de reprendre Life is Strange sur PS4, le Before the Storm, avant de m'attaquer aux deux, et ça tue aussi. Voilà. D'accord, donc que des trucs qui tuent, quoi. Ouais, bah, je fais que des trucs qui tuent dans ma vie, moi. Tu sais. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Et à ma droite, aujourd'hui, il a 2 casquettes. Il est à la fois notre réalisateur préféré et chroniqueur, Z2E, Adrien. Bonjour. Oui, bonjour. Et en plus, je porte une casquette, même chez moi, tout seul, je porte une casquette. Ouais, mais sinon, tu peux pas chroniquer, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ah oui. C'est une casquette Comics Outcast, j'espère? Non, elle est plutôt, elle est unie, elle est sobre. Je ne représente personne. Non, mais il Désolé. faut préparer le merchandising, là. Qu'est-ce que tu nous fais? C'est évidemment une casquette Comics Outcast. Oui, une comics cast bientôt Disponible en en vente quelque 2021. part. C'est ça. Voilà. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Bah écoute, alors je ne lis pas encore, mais sachez que je viens enfin de sauter le pas. J'ai acheté le premier volume de Hoxpox parce que, alors j'y connais absolument rien en X-Men, mais on m'a tellement dit que c'était mortel et que c'était une porte d'entrée potentielle pour un noob que je me suis dit allez, donc ces discussions remontent à un petit moment maintenant, hein, mais Oui. j'ai suivi les conseils de Dickey, de Grégo, de Zef qui disent tous que ça bute, donc
allons-y, je vais commencer, je vous tiendrai au courant. Ok, on a hâte d'entendre ça. Eh bien, voilà, nous allons donc commencer par 3 reviews. Ah non, pardon, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est ça? Je me plante encore. Il faut dire... Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Dire, c'est quoi le truc que tu dis déjà? C'est quoi? C'est Comics Outcast numéro 154, c'est parti. Eh bien, comme à chaque émission, nos chroniqueurs vont nous parler de bouquins, de comics qu'ils ont lus. Le principe, c'est qu'on doit lire les 3 premières issues et chacun donnera son avis après. On va commencer par Lulu, qui va nous parler d'un comics dans l'univers du jazz qui s'appelle Blue and Green, qui est sorti en octobre 2020, le 28, chez Image Comics. L'écriteur, c'est Ramvi et l'artiste, c'est Anand Herké. Allez, vas-y, Lulu, qu'est-ce que tu veux dire sur ce comics ? Est-ce que je peux faire un petit coucou à l'auteur qui nous a gentiment transmis le PDF de son comics. Donc je vais lui dire un petit mot en anglais parce que Ben a dit que peut-être il écouterait l'émission et il parle pas français. Et alors, on va pas comprendre du coup parce qu'on parle pas anglais. Je te ferai la traduction après, Zef. So I would like to give a big shout out to Ramvi for giving us his PDF so that we could read his wonderful comics. Thank you so much. I absolutely loved it and can't wait to read more of your stuff. Oui, alors Lulu est en train de dire un gros cri dehors pour l'auteur du comics qui nous a envoyé un fichier qui nous a permis de lire. Et Lulu, elle est ravie d'avoir lu ce comics, si j'ai bien compris. Et on va voir si nous aussi. Parfait. Magnifique. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Blue and Green, c'est assez mélancolique comme comics. Le comics s'ouvre sur une fin, sur l'annonce d'un décès. Alors préparez-vous, hein, cette émission va être pleine de joie. Pleine d'événements de ce type. L'annonce d'un décès par un matin qui ne semblait pas si froid. Le personnage principal, c'est Eric Dieter, qui est musicien, mais un peu musicien à la petite semaine. Il donne des cours à des jeunes le samedi matin, mais voilà, il dit qu'il était bon, mais qu'il n'a jamais été vraiment un génie du saxophone. Donc voilà, il a eu des petites ambitions. Et donc, par ce samedi matin, il apprend que sa mère est décédée. Et donc, le comics se poursuit sur l'enterrement. Voilà. Et donc, il est obligé de retourner dans sa maison d'enfance où il a grandi. Il n'a pas vraiment vu sa mère pendant les derniers jours de sa vie, alors qu'elle se battait contre le cancer parce que c'était trop dur pour lui. Bref, la méga patate. Et le soir de l'enterrement, on bascule brièvement dans l'horreur quand il trouve la photo d'un homme qu'il ne connaît pas dans le bureau de sa mère. Et en même temps qu'il trouve cette photo, Eric voit un fantôme. Et donc c'est un homme blanc, mais vraiment blanc, enfin la couleur blanche, pas l'origine ethnique. Et il a un espèce de grand sourire, comme un homme qui rit. Un peu, il fait penser un peu au Joker. C'est un mec en fromage, quoi. Oui, absolument. Ouais, oh ouais. Oui, elle est bien. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, le comics bascule un peu aussi dans le fantastique. Hein. Et je vais peut-être déjà parler tout de suite un peu des effets visuels qu'on a, parce que donc Eric, il y a un gros plan sur son visage. Et ses yeux perdent leur pupille, donc c'est que des yeux tout blancs. Et le monde s'inverse en même temps que ça bascule dans l'horreur. Et le noir de sa prunelle prend la place du blanc de l'œil pour, dans la case suivante, prendre la forme d'un disque vinyle. Et pour moi, je vois vraiment ça. Je vais pas
trop en dire sur le... Enfin, j'expliquerai quand même un petit peu le pitch, mais comme c'est un comics one-shot qui fait en gros 120 pages, voilà, faut quand même garder un peu de mystère. Mais pour moi, j'ai vraiment vu ça comme une histoire de porosité entre différents monde, entre le passé et le présent. Il y a sans arrêt des histoires de sons qui le hantent, qui résonnent en lui, qui trouvent un écho. Et c'est comme ça beaucoup sur les passages d'un niveau à d'un autre. Il y a beaucoup d'anamorphose un petit peu, donc on a l'impression de voir un truc et puis en fait c'est quelque chose d'autre. Et puis il y a aussi cette porosité entre les vivants et les morts. Et comme je disais, donc ce qui est fort, c'est que cette perméabilité, elle se joue aussi au niveau visuel. Et par exemple, à un moment, il y a la représentation d'un club de jazz avec des carreaux au sol. Et dans la case suivante, un des carreaux en fait glisse et devient une carte de visite et que le personnage tend à un autre personnage. Donc en fait, Eric se lance un peu dans une enquête pour trouver qui est la personne sur la photo et aussi pour peut-être un peu mieux comprendre et connaître qui était sa mère qui n'a jamais vraiment partagé les souvenirs de sa vie avant d'avoir des enfants. Et il y a ce fantôme qui revient régulièrement et qui est absolument terrifiant. Et qui peut-être ne semble pas tout à fait malveillant puisqu'il offre à Eric un cadeau et que Eric décide d'accepter en fait. Et voilà. Et j'en dis pas plus. Je sais pas si j'ai été très claire, mais peut-être que votre avis pourra clarifier. Visuellement, je trouve ça magnifique. Mais voilà, peut-être que je laisse la parole à mes camarades. Et c'est l'univers du jazz qui t'a donné envie de le lire, de le chroniquer ? C'est les previews qu'il y avait, donc c'était visuellement voilà, ça m'a attiré. Et puis l'auteur, donc Ram V, qui a aussi bossé, enfin qui a fait These Savage Shores, qui avait été présenté dans Comics Outcast, donc j'étais curieuse de voir ce qu'il avait fait. Ok. Zéphiriel, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? En fait, ça m'a fait penser à plein de choses dans le positif. Déjà, visuellement, le comic, c'est une vraie tuerie parce que tous les changements qu'il y a en termes de... Enfin, tous les glissements qu'il y a d'une case à l'autre, comme l'expliquait Lulu, sont vraiment ouf. Je trouve qu'il a un côté vachement à la fois très hystérique et très interne, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Parfois, t'as des personnages qui sont complètement... un peu dessinés comme si c'était une vague, tu vois, qui sont complètement déformés. T'as des grosses cases qui sont cadrées complètement sur les visages et qui montrent un peu la malveillance chez les gens ou ce genre de choses. Et le tout traité avec une couleur qui est complètement barge. Ça rend, ça donne une ambiance au comics, c'est complètement ouf. Et moi, j'ai accroché dès les premières cases. Après, l'histoire en elle-même, c'est vachement interne en fait. Tu sens la personne qui est qui se cherche, qui cherche quelque chose au fond d'elle, qui va chercher des secrets, des vieux secrets ou ce genre de choses. Et du coup, je trouve ça vachement touchant en fait. Et ça parle très vite un peu à tout le monde, je pense. Et le thème général du jazz, truc comme ça, en fait, ça m'a fait penser à deux choses. Un film dont j'arrive pas à retrouver le nom, où c'était l'histoire d'un mec, c'était plus pour le blues en général, mais c'était le côté croiser le diable pour avoir la capacité de bien jouer, tu vois. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à un jeu de rôle, mais je ne retrouve pas le nom non plus, donc je suis désolé pour ça, où tu incarnais justement un bluesman
et son groupe. Pas son groupe, c'est ses accompagnants, en fait, les gens qui l'aident. T'avais genre un gamin avec lui. Voilà. Non, pas les roadies, c'était vraiment le bluesman, dans le sens, le mec qui se balade sur les chemins, qui va de village en village, qui joue leur truc, et tu vois, qui pareil, qui est maudit en fait par le diable parce qu'il a demandé, c'est le pouvoir de jouer ce qu'il ressentait par la musique. Et en fait, et voilà. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment plongé dans ce type d'univers, et je trouve ça ultra ouf en fait, comme univers et comme histoire. Et ouais, c'était, enfin, pour moi, ça a été une sacrée expérience, ce comics, à la lecture. Et je pense que là, on a le PDF par l'auteur, et je pense que c'est un truc que tu es obligé d'avoir en physique pour le lire correctement, pour avoir l'impression d'être posé, de te mettre une bonne musique de fond pour avancer. Et franchement, c'est assez ouf. Je trouve que ça crée un peu l'amour pour la musique, quoi. Ok, ça pourrait être un peu les comics où on a une bande son à écouter avec tranquillement. Et toi, du coup, Adrien, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as été sensible à cet univers musical ? Alors oui, et pourtant c'est pas forcément l'univers musical justement qui m'a le plus touché. Enfin, c'est pas l'aspect du comics qui me frappe le plus. Moi, j'ai vraiment été touché par ce personnage qui, je pense un peu comme nous tous, ne sait pas exactement s'il réagit de la bonne façon au deuil. Et il est voilà, embarqué dans sa famille, jugé par sa sœur. Il est en constante réflexion sur la manière dont il devrait vivre la mort de sa mère. Et j'ai trouvé ça assez touchant, et ça permet un peu. Enfin, moi, ça m'a permis de m'attacher au personnage et de vouloir un peu plus suivre son parcours. Comme vous l'avez très bien dit, graphiquement c'est de la grosse frappe. Enfin, ça déboîte. C'est vraiment magnifique. Ça m'a tout de suite autant plu que ça m'a posé un petit problème quand même, qui est que les visages étant parfois un peu comme flous, éthérés, un peu vaporeux, j'ai du mal à, je sais pas comment dire, à identifier très très bien les personnages et voir qui faisait quoi, et voire même avoir une relation d'abord assez concrète, palpable avec les personnages, parce que tout semblait être comme dans un rêve. Moi, ça m'a un petit peu rappelé par moments les efforts graphiques de Joker, comment ça s'appelle, qui était au artwork sur ce comics. C'est pas Bergemo, là ? Si, c'est ça. Qui, moi, me laisse un peu de marbre. Mais ici, il y a quelque chose qui est beaucoup plus sensible. C'est moins froid dans cette sorte de découpage et de travail plastique. Il y a un côté qui me touche plus dans l'exécution. Et puis après, il y a effectivement ce twist qui arrive peut-être un poil tard à mon goût, mais l'incursion du fantastique dans le récit qui est vraiment bien vue et qui fonctionne très bien. Et comme vous l'avez aussi noté, je me suis à un moment arrêté, je sais pas, au bout de 20 pages, un truc comme ça, pour aller mettre un peu de jazz en fond de ma lecture, parce que j'avais envie d'être accompagné par ça. Et du coup, je pense que quand on reviendra vers l'auteur pour lui dire qu'on a chroniqué son comics, j'aimerais bien lui demander, selon lui, sa bande son, la bande son idéale pour écouter, pour lire le comics, pardon. Du coup, j'ai retrouvé le film dont je parlais, c'est Crossroads, et le jeu de rôle, Fanny l'a trouvé, effectivement, au Patronaute l'a trouvé, c'est Mississippi, aussi simple que ça d'ailleurs. Ouais. Très bien. Et c'est ce que tu disais, c'est inspiré, ce que tu as mis comme lien là, dans le Discord Patronaute, c'est inspiré de la légende de Robert Johnson. C'est un conte assez populaire aux États-Unis, où quand tu te mets à la croisée des chemins, et je crois que si tu enterres quelque chose, tu peux voir le diable arriver et qui te propose de devenir un virtuose contre ton âme. Lulu, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ta chronique ? Non,
ouais, peut-être rebondir sur ce que disait Adrien et sur les visages un peu vaporeux qui sont pas forcément faciles à appréhender. Effectivement, ça peut paraître un peu ça peut apparaître comme une faiblesse, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme, je sais pas, c'est un comics qui demande à être regardé et à être regardé attentivement. Et ça passe justement par vraiment l'impression de pas comprendre au début, et puis tu regardes mieux, et puis en fait tu vois ça prend forme, et c'est sans arrêt ces tentatives de compréhension qui vont bien aussi avec la quête du personnage, sa quête de sens. Et je trouve que là ça fonctionne bien, et je pense pas que ce soit un défaut. Non, je ne pense pas que ce soit un défaut non plus, parce que c'est un parti pris fort et clair et qui sert le propos. Je dis juste que dans le démarrage et dans mon attachement au personnage, ça n'a pas aidé au tout début. Disons que c'est un moteur un peu compliqué à démarrer, mais une fois qu'il est démarré, c'est cool. Et d'ailleurs, je pense que de la même façon que This Savage Shore, c'est vraiment une œuvre à lire en papier, quoi. Je me suis bien rendu compte à un moment que mon PDF posait un petit peu problème aussi. C'est pas une lecture qui était exactement compatible avec le genre d'artwork. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que, je trouve que là, récemment, le genre de l'horreur en comics nous offre des œuvres vraiment intéressantes graphiquement, et bien sûr aussi du point de vue de l'écriture, parce que Ram V, j'ai vraiment été bluffée par son style, mais il y a une ambition graphique dans Blue and Green, et puis dans Gideon Falls aussi, donc là avec une équipe artistique complètement différente, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue là dans le genre de l'horreur, qui est très très intéressant et très qualitatif. Ok. Merci Lulu pour ta review. Donc c'était Blue and Green chez Image Comics, écrit par Ram V et dessiné par Anand RK. Un comics introspectif, puissant, autant graphiquement qu'au niveau du scénario, et qui est plébiscité apparemment par tous les chroniqueurs. On me dit dans mon oreillette qu'il sortira apparemment chez iComics en 2021, donc ça sera une occasion de l'avoir et en VF et en papier. On va passer à la deuxième review par Adrien, qui s'appelle Lonely Receiver, qui est sorti chez Aftershock en mai 2020, si je ne me trompe pas, écrit par Zach Thompson et dessiné par Jen Hickman. Vas-y Adrien. Exactement. Zach Thompson, d'ailleurs, que tu connais bien, toi, puisque c'est l'auteur de The Dregs. Exactement. Et donc Jen Hickman au dessin. Il y a déjà trois chapitres de disponibles. Et c'est un comics, donc Lonely Receiver, que je résumerai en heures, mais réalisé par Cronenberg. Ouais, c'est trop ça. Grave. Il y a une sorte d'approche que je qualifierais de néo-érotique, qui est exactement à la croisée. Alors si vous connaissez Her, donc l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'un assistant virtuel, on peut dire. C'est comme s'il tombait amoureux de Siri ou d'Alexa, mais avec cette approche beaucoup plus charnelle et dérangeante de Cronenberg qu'on peut retrouver dans Vidéodrome ou Existence. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Lonely Receiver ? C'est l'histoire de Catherine, une femme qui vit dans une société, dans un futur proche, on va dire, qui vient de vivre une rupture assez douloureuse avec sa copine de l'époque, et qui va se tourner vers une offre qui existe dans ce monde, à savoir concevoir sur pièce sa relation amoureuse. Et donc, elle utilise pour ça ce qui semble être
le compagnon par défaut de tout le monde dans ce monde-là. Est-ce une critique acerbe du monde d'aujourd'hui ? Son téléphone. Elle sort son téléphone qui ressemble quand même étrangement à, alors je dirais une couille. Voilà, C'est ça. je vais le dire comme... Voilà, j'ai pas su le dire autrement. Ça a l'air c'est très dérangeant. Hein. C'est un petit tas de chair sur lesquels poussent des petits poils qui, d'après une petite brochure publicitaire qui se trouve à la fin du chapitre 1, visiblement est sensible, permet d'interagir de façon très physique avec l'utilisateur, a des bleus quand il tombe. Enfin, on comprend que c'est à la fois un téléphone, mais c'est aussi vraiment quelque chose de vivant et qui se connecte directement à nous. Et dans ce monde-là, certaines personnes vont jusqu'à se modifier et s'implémenter des capacités de connexion plus directes avec leur téléphone. Catherine, visiblement, a ça, et donc elle utilise une nouvelle fonction qui est proposée par le fabricant du téléphone, qui est de se concevoir une copine donc sur mesure. Et elle rentre dans une phase donc de configuration. Elle demande une copine qui soit aimante, pas jalouse, qui la soutienne, etc. On comprend qu'elle est en train de concevoir une sorte d'âme sœur qui est finalement le reflet de ses angoisses du moment, de ce qu'elle reproche à la personne avec qui elle vient de rompre. Et il y a tout un tas de pensées internes qui sont mises en scène dans ce comics. Et je pense que c'est vraiment une des forces. Enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué dès la lecture du chapitre 1. C'est ce dialogue interne autour de la rupture. Catherine vient de rompre et elle est en proie à des pensées qui sont, somme toute, assez contradictoires les unes avec les autres en permanence. Elle aimerait être seule et en même temps être accompagnée. Elle vient de perdre l'amour de sa vie, mais quelle connasse. Enfin, et ça, c'est assez... je trouve que c'est facile de se retrouver là-dedans et de connecter avec le personnage de Catherine, parce que ces pensées-là, oui, on les a quand on vient de rompre et on est vite perdu dans ses propres envies. Est-ce qu'on a envie d'être seul ou en couple ? Et voilà. Et donc c'est une métaphore, bien sûr, de la recherche de soi et de ce qui nous définit et de ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Bref, j'ai toujours pas dépassé la page 3. Catherine crée donc Rion, qui va devenir sa copine pendant visiblement un bon moment, et ça a l'air d'être, ma foi, une idylle. Tout se déroule très très bien entre elles, jusqu'à ce que, de la même façon que dans Her, Rion laisse transparaître qu'elle n'est quand même qu'une intelligence artificielle, on va dire un réseau neuronal dans le cloud, quelque chose une intelligence qui serait partagée par beaucoup d'utilisateurs. Et Catherine se rend compte, de façon un peu jalouse, ce qu'elle reprochait d'ailleurs à son ex, que Rion partage la vie de 300 000 personnes à un instant T. Et que si sa représentation physique qui est dans la pièce avec elle est bel et bien là avec elle, dans sa tête, il se passe énormément de choses avec plein de gens en même temps. Et le couple se sépare un petit peu au fur et à mesure, leur relation se détériore, jusqu'à aller à une scène un peu de bagarre, de tension entre elles, qu'elles résolvent par un moment intime. Et d'ailleurs, quand on veut avoir une relation intime avec un assistant virtuel ou un être virtuel, on se connecte l'un à l'autre et on va dans un endroit qui s'appelle The Green, une sorte de jardin. C'est pas The Garden ? The Garden, pardon. Sorte d'endroit magique dans lequel on vole et on flotte et on peut avoir on peut avoir des positions sexuelles complètement folles, tu vois, ça a l'air incroyable, et elles ressortent de cet état
ma foi, dans un monde virtuel avec des sensations bien réelles. Voilà, ça a l'air assez fou, mais la relation n'est visiblement plus tenable. Rion est plus que ça, elle est plus que humaine et elle n'a pas envie d'être possédée par Catherine. Catherine, elle est quand même devenue un petit peu possessive avec cette personne qu'elle pense avoir designée et conçue pour elle et qui devrait être une âme sœur éternelle. Mais ça ne fonctionne pas. Moi, ce que j'ai vraiment... Alors, pour la suite du récit, c'est-à-dire qu'il y a une petite bagarre qui se déclenche et Rion, en se défendant, semble déconnecter la modification qui permet à Catherine de matérialiser, de voir Rion. Donc Rion se déconnecte et disparaît soudain et Catherine se retrouve à nouveau seule et sans son âme sœur du moment. Ce qui est très étrange, un peu perturbant à la lecture, mais visiblement ça arrive dans ce monde-là. Il est possible parfois que ces produits-là se déconnectent et ensuite, littéralement, Catherine va aller au SAV, essayer de voir au Genius Bar. C'est une métaphore vraiment pas très très subtile de Apple, où elle apporte son téléphone en gros en réparation en disant écoutez, voilà, je ne suis plus connecté à ma meuf, qu'est-ce qui s'est passé, et le mec d'essayer d'intervenir sur le téléphone à la fois comme un technicien Apple pourrait regarder pourquoi ton iPhone marche pas, mais en même temps comme un chirurgien essaierait de faire un diagnostic vital. Il y a ce moment vraiment très très Vidéodrome ou très très Existence où elle apporte son téléphone. Dans Existence, ça serait son pod, qui est vraiment une espèce d'amas de chair qui est un peu trituré avec des bistouris, et il essaye de regarder genre pourquoi ça se serait déconnecté d'elle et qu'est-ce qui se serait passé. Elle se met un truc dans la bouche pour se connecter à une machine qui va faire un diagnostic, et c'est à la fois technologique et puis c'est de la chair, quoi. Vraiment, c'est un peu dégueu, mais ce que j'ai vraiment aimé, et je rebondis là tout de suite sur ce que dit le chat sur le Discord, effectivement ça pourrait faire croire c'est trop Black Mirror, c'est le futur et tout ça, mais ce que j'ai vraiment trouvé de bien, c'est que c'était finalement pas un comics qui parlait d'un monde tellement noir dans le futur où on serait amoureux de son téléphone et on serait amoureux d'une IA et tout ça, parce que c'est vite fait plus trop le sujet. Je trouve que ça n'est jamais vraiment d'ailleurs trop le sujet, c'est beaucoup plus un comics sur les relations, sur ce que c'est que l'amour, sur ce qu'on traverse quand on vit une rupture. Pour moi, c'est effectivement comme dans Her, finalement. Her, pour moi, essaye de qualifier ce qui fait qu'on est amoureux, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi on serait dépendant de la technologie. C'est pas ça du tout. On est beaucoup plus proche de Her ou de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et on a en plus une relation homosexuelle normalisée que je trouve vraiment bien amenée, bien vue et rafraîchissante dans le récit. Et je trouve ça par ailleurs plutôt joli. Voilà. Et ensuite, donc, il y a l'aventure de Catherine qui essaye absolument de retrouver son âme sœur et qui va croire la retrouver, mais est-ce vraiment elle ? Peut-être, peut-être pas. Ouais. Je suis assez curieux de l'avis de mes petits camarades. Et juste une petite question, c'est une mini-série ou c'est un ongoing ? Tu sais ou pas ? Non, je sais pas, j'ai pas vérifié. Lulu, est-ce que tu as été aussi touché par ce comics ? Ouais, je crois que mon impression est assez similaire à celle d'Adrien, donc je vais pas avoir grand-chose à rajouter. Je trouve que c'est un comics qui est douloureux, parce que c'est pas vraiment une descente aux enfers suite à une rupture. En fait, elle y était déjà dans son enfer, et en fait, elle continue de marcher dans cet enfer, et c'est juste une espèce d'exploration de tout ce qui peut pas bien aller quand on se remet pas, quand on fait pas le travail nécessaire, disons, aussi de remise en question et tout. Et à chaque fois qu'elle prend une décision, cette Catherine, ma réaction c'est
ah là là, attention, n'en fais pas ça. Et c'est terrible en fait parce que c'est vrai que comme ce que disait Adrien, au début, tu t'identifies à elle parce que ce qui est présenté par le scénariste, c'est des sentiments, je pense que voilà qu'on ressent après une rupture, qui sont assez universels. Et en même temps, après, c'est une personnalité qui est très, comment dire, qui est très blessée. Et du coup, on s'est identifié à elle et on est un peu prisonnier de ses choix, du fait qu'elle s'enfonce complètement dans son refus d'être seule. Enfin, voilà, c'est assez terrible. Et du coup, j'ai trouvé ça assez douloureux à lire. Et psychologiquement, je trouve que c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de lueur d'espoir à aucun moment. C'est vraiment la relation vue par le prisme de la souffrance, de l'incompréhension, des malentendus, des non-dits. Et je trouve ça très intéressant, assez bien fait, pour toutes les raisons qu'Adrien a données. Mais je sais pas si j'ai envie de continuer à lire parce que c'est chaud, quoi. Enfin, je sais pas dans quel état d'esprit... Je sais pas, faut être pour le lire, quoi. C'est pas simple, effectivement, c'est pas simple. Voilà. Et toi, Zéphiriel, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je vais beaucoup paraphraser mes petits camarades sur le fait... j'ai kiffé le truc et moi je vais continuer à lire pour le coup. J'ai vraiment envie de continuer à lire le truc. Mais juste pour rajouter, parce qu'en fait, il y a un passage quand elle retrouve une autre personne qui a été... je sais pas si tu l'as omis volontairement ou pas, Z2E, mais où elle se parle. Alors je sais pas si elle se parle à elle-même ou elle parle à un fantôme ou à un bug ou à un truc, mais il y a une espèce d'ombre qui apparaît chez elle, qui parle un peu bizarrement en slash, en mots, puis slash, puis mots, puis slash, pour un peu en découper, quoi. Et qui est en fait une forme de... je sais pas si c'est pas une forme de culpabilité qu'elle a en elle-même qui essaie de lui remettre la vérité dans la gueule un peu violemment par moment, je trouve. Mais et du coup je trouve qu'il y a aussi en fait tout ce côté enfer. En fait, j'adhère vachement à ce que dit Lulu sur le côté, c'est vraiment que l'enfer qu'elle vit, en fait. Elle est dans son propre enfer tout le temps et en vrai il pavé de bonnes intentions à plein moment et puis en fait elle retombe quoi qu'il arrive vraiment dans un truc plus hard à chaque fois. Mais ouais, je sais pas si c'est enfin je sais pas, c'est en fait il m'a vraiment touché ce matin quoi. Enfin, moi je l'ai juste il y a 2 heures donc je suis encore en plein dans le truc, j'ai encore mon cœur qui saigne, j'ai un pansement dessus là si tu veux. Et du coup c'est ultra intime en fait, clairement ça parle à tout le monde parce que tout le monde a forcément, enfin je pense, vécu une rupture ultra douloureuse, qu'on l'ait provoquée, qu'on l'ait subie et de fait comme disait Lulu, la remise en question en fait elle est ultra importante après ça, et là c'est une personne qui cherche juste à mettre un pansement sur une blessure qui est encore saignante et qui s'arrête pas en fait, et quoi qu'il arrive elle avance dans sa blessure et ouais c'est ultra dur à lire je trouve, et visuellement je suis pas trop fan parce que faut lire avec des lunettes de soleil, mais après c'est vrai qu'on en a pas parlé, j'ai l'impression que personne ne veut en parler. On peut, hein, c'est très coloré quoi, c'est très, en fait ça donne cet effet par moments très futuriste, pétillant, en fait, et parfois, et du coup je trouve que ça jure vachement avec le ton du comics qui est comme ultra violent, ouais, assez violent, de façon intime quoi, sur des parce que la nana en vrai, elle est prête à se foutre en l'air à chaque case quoi. Vraiment il y a des moments tu te dis je pense que là c'est fini pour elle quoi. Mais et du coup t'as des couleurs qui sont assez pétillantes, assez joyeuses en fait, qui donnent un peu cet effet futuriste, cyberpunk, ça a rien à voir avec le cyberpunk réellement, mais de ce côté un peu pétillant là, fluo, et ça jure pas mal je trouve, mais c'est peut-être volontaire. Jen Hickman, l'illustratrice, s'identifie comme they. Elle a bossé sur Gem and the Holograms, et c'est vrai que ça fait un peu penser à cet univers-là aussi, oui, de voilà. Wicked and the Divine. Ouais, complètement. Ce domaine-là. Mais
c'est frappant de vérité en fait ce truc, et après le côté critique de la société actuelle, il y a un passage que je trouve assez marrant sur le truc, c'est quand justement elle parle avec une autre personne, et en fait elle parle je crois que c'est des maladies alors, virtuellement transmissible, j'imagine, ou un truc comme ça. En tout cas, je sais pas comment le traduire réellement, quoi. Mais en vrai, t'as l'impression que parce que c'est modifié elle-même, elle devient une forme de paria, en fait, parce qu'il y a une forme de maladie qui peut se propager. Et du coup, c'est assez... je sais pas, c'est bizarre, en fait. Non, mais je trouve qu'il y a un bon équilibre entre ce truc futuriste, c'est-à-dire que oui, ça se passe dans un monde futuriste et on aborde une autre forme de relation. Donc on va se positionner, enfin il va y avoir un recul par rapport à ça, c'est vraiment de la science-fiction. Et en même temps, ça ne parle fondamentalement que de choses qu'on connaît très très bien aujourd'hui. Nous, il n'y a pas besoin de parler à il n'y a pas besoin d'avoir une âme sœur virtuelle pour connaître la douleur et l'incompréhension d'une rupture, quoi. Donc en ça, je trouve que c'est vraiment pertinent, et ça n'a pas ce côté moralisateur d'un Black Mirror qui va essayer de nous mettre le nez dans notre merde en nous disant vous voyez, la technologie c'est vraiment nul. Enfin, c'est pas du tout le point, je pense, même si on comprend l'incompréhension dans le regard de certaines personnes qui ne sont pas encore allées vers ça ou qui ne veulent pas aller vers ça. Ça scinde la société en deux sur ce qu'on considère comme étant normatif, et ça, je pense que c'est aussi un point de vue intéressant. Et effectivement, j'avais un petit peu omis ce que tu rajoutes là, Zef, ce côté presque surnaturel. Elle a une sorte de pensée fantôme dans sa tête qui lui parle régulièrement. On peut soit considérer que c'est une sorte d'entité matérialisée de ses pensées noires. C'est quelque chose qui est dans le fond de sa tête et qui lui dit mais est-ce que t'es vraiment sûr que cette relation elle s'est terminée de cette façon-là, ou que tu n'as pas envie de la retrouver, ou que tu dois, c'est un petit peu le petit diablotin d'épaule. Et puis ça pourrait aussi être quelque chose plutôt dans la pure science-fiction, un bug, quelque chose qui lui reste, une sorte de résidu d'elle, de sa relation, qui est un parasite, un virus informatique qu'elle aurait à l'intérieur d'elle. Pourquoi elle est déconnectée, et à quel point la déconnexion avec cette personne-là, elle a été propre. C'est un device USB qui a mal été éjecté dans Windows, tu vois. Donc franchement, je trouve que c'est bien, tu vois. Ça, j'ai été vraiment séduit, effectivement, pour côté artwork. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Mais je comprends que ça puisse ne pas plaire à tous. Ok, merci Adrien. Donc c'était Lonely Receiver qui est sorti chez Aftershock. Pour l'instant, il n'y a que 3 issues sortis. Écrit par Zach Thompson et dessiné par Jan Hickman. Pour résumer, un comics très émouvant, puissant, dérangeant. Vous avez cité Existence dans le genre dérangeant et Cronenberg. Je crois que c'est une bonne référence. On va passer au 3e comics, chroniqué par Zef. Donc c'est Star Wars, simplement Star Wars, sorti chez Marvel en 2020. J'ai pas la date exacte de sortie. Écrit par Charles Soule et dessiné par Jesus Says. Zef, est-ce que ça va être aussi touchant et fort que les autres reviews, ou est-ce que ça va être un peu plus divertissant ? Bah non, mais non, moi je me suis dit qu'après 2 chroniques un peu où t'as envie de te foutre en l'air, et après une année 2020 vraiment merdique, je me suis dit que j'allais mettre un peu de pétillant dans votre vie, parce que bon, franchement, c'était un peu la mort du choix de Star Wars. En vrai, je me suis senti un peu comme une merde quand j'ai vu les choix de mes collègues. Je me suis dit on va parler de trucs bien, quoi. Et moi je me suis dit je vais venir avec un truc ultra léger. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me lancer. En fait, je suis très fan de Star Wars, comme vous le savez. Et en fait, sur la dernière série qui s'est arrêtée il y a un petit moment, il y a 8 mois, je crois, environ, on était en fait dans le canon Star Wars entre l'épisode 4 et l'épisode 5, donc entre New Hope et Empire Strikes Back. Et donc on explorait en fait ce qui s'était passé entre ces 2 épisodes. Il y a eu énormément de choses, il y a de quoi faire 19 trilogies environ, et qui sont devenues canon. Et en fait, Charles Soule a eu l'autorisation ou l'envie, je sais pas, d'aller explorer une autre facette d'entre films, en prenant ce qui s'est passé entre Empire Strikes Back et le retour du Jedi. Je sais pas pourquoi j'ai fait un anglais d'un côté et un français de l'autre, mais vous me corrigerez. Et pourquoi pas.
Et du coup, avec la première issue de ce Star Wars là 2020, en fait, on est à la fin de l'Empire contre-attaque. On est au moment où Luke Skywalker se fait péter la main par Darth Vader, et ils sont au-dessus du puits de Bespin, et Luke Skywalker s'enfuit et se retrouve dans le Faucon Millennium. Et en fait, on est là, et en fait, on va explorer ce qui se passe juste après ça, et comment en fait le plan de contre-attaquer l'Empire, de retrouver Han Solo qui a été chopé par Boba Fett et carbonisé, vous l'avez ou pas, carbonisé, et envoyé vers Jabba the Hutt. En fait, comment tout ça se met en place pour pouvoir arriver vers le retour du Jedi. Et du coup, on explore en fait ce côté-là. Donc en fait, on a un début de comics qui est assez dur en fait dans l'univers Star Wars. T'as des gens qui s'engueulent, t'as Cadrician qui est là, qui est le tout nouveau traître dans l'équipe, Luke Skywalker qui est complètement dépité, une rébellion qui est à l'agonie, et en fait t'as comment ils essayent de se remettre de ça. Et de l'autre côté, ce qui est, on va trouver en fait un nouveau Némésis, une nouvelle Némésis, en la personne du commandeur Zara, en fait, qui est une commandeur de l'Empire qui dirige un vaisseau de l'Empire dont j'ai oublié le nom et j'ai honte, un destroyer impérial, qui est le Tarkin's Will, donc la volonté de Tarkin qui est donc l'amiral qu'on voit dans New Hope, dans le premier Star Wars, qui meurt sur l'étoile noire, et en fait elle qui est sa protégée de base et qui cherche en fait la vengeance de Leia Organa, donc de la rébellion entière, et qui va poursuivre sa quête de vengeance là-dedans. Et du coup on va trouver ces deux facettes là et savoir comment se déroule l'entre-deux films. Bon, sans surprise, moi j'ai ultra kiffé ma race parce que bon, c'est Star Wars, et je trouve que c'est un point de vue assez cool qui manquait un peu dans l'univers canon, même s'il y a eu pas mal de bouquins en vrai sur les deux trucs. Je trouve que Charles Soule là fait un bon boulot, et je suis pas le premier, enfin je suis pas le premier à féliciter Charles Soule en général sur ce qu'il fait dans Star Wars. Il fait beaucoup de merde à mon sens, et c'est que mon avis là-dessus. Mais il fait des bonnes choses aussi. Et là, je trouve que c'est assez cool ce qu'il fait en fait, d'explorer ces deux œuvres. Et sur les premiers chapitres, en fait, sur les 3 premiers chapitres, on est vraiment sur le côté mettre en avant un peu Lando, savoir montrer en fait que lui aussi c'est un peu un tueur en termes de contrebandier, qu'il a ses petites magouilles et tout. Et c'est assez cool parce que je trouve que c'est un personnage qui est un peu pas mal aimé, mais un peu trop secondaire dans l'univers Star Wars, et qui est un peu maltraité dans ce qu'on peut voir dans le canon type Clone Wars ou trucs comme ça. Et en fait, je trouve, voilà, moi ça m'a fait kiffer. C'est très léger, hein, ça reste du Star Wars, faut pas déconner non plus, mais ça reste très sérieux parce que c'est Star Wars, faut pas déconner non plus. Et je trouve que c'est une belle année Star Wars, donc j'en profite. Ok. Et voilà. Alors Charles Soule, moi j'avais parlé de lui quand j'avais chroniqué Letter 44, que j'avais vachement aimé, mais je sais qu'en regardant, c'est quelqu'un qui est assez controversé. On a l'impression qu'il est capable du meilleur et du pire. Et en Star Wars, il a fait Poe Dameron et il a fait Darth Vader. Je sais pas si tu les as lus, et est-ce que sur Star Wars il assure, est-ce que c'est son univers et est-ce qu'il le maîtrise, à ton avis? En fait, il a 2 problèmes. Enfin, sur Star Wars, je prends Darth Vader par exemple. Ce qu'il a fait sur Darth Vader, il a 2 problèmes là-dessus. C'est il arrive après Gillen, qui a fait le très bon run de Darth Vader en 2015, qui était vraiment, vraiment, vraiment très lourd et qui a amené énormément de choses. Et oui, Masato Tanaka, oui, Tarkin n'est pas amiral, effectivement. Excuse-moi. J'ai plus le titre en tête, mais tu vas me corriger. Et du coup, donc il arrive après ça, et surtout, il est Moff, merci. Et du coup, il arrive après Gillen, et surtout, en fait, il se base énormément sur la prélogie pour écrire son run. Et enfin, moi étant pas des premiers aimants de la prélogie, bah, je trouve ça un peu moisi sur ce qu'il fait. Il y a plein de trucs qu'il met en mode qui rend canon sur la création des sabres laser, des Sith et tout, qui est vraiment à chier. Enfin, vraiment, moi je trouve ça nul. Je trouve que ça apporte rien. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà, il est très controversé. Il a fait des trucs quand même pas mal. Dans certains runs de Star Wars, il y a des trucs qui sont vraiment cool. J'ai plus en tête le titre, mais il faudrait que je retrouve ça pendant que mes petits collègues vont en parler. Mais ouais, il est controversé. Et
autant il a des super bonnes idées, et là pour le coup je trouve qu'il a une très bonne idée de base sur reprendre après l'Empire contre-attaque et ce qui se passe, et vraiment il y a des petites pépites dans cette série là qui est un ongoing. Je crois qu'on est au 10e chapitre là, mais bon, il fait des erreurs vraiment bêtes, quoi. Là on arrive le 4e, 5e chapitre, et vraiment j'ai envie de dire mec, putain, tu fais de la merde alors qu'en vrai t'avais un truc en or entre les mains, quoi. Et bon voilà, quoi. Mais ça c'est, ouais, je sais pas, ça fait partie de Star Wars, hein. Je pense on a du mal à pardonner des erreurs là-dessus, alors parce qu'on aime énormément ça. Enfin, moi j'aime énormément ça, et parfois il y a des erreurs que j'ai du mal à pardonner, alors que ça fait malheureusement partie du canon. Mais sur la prélogie, tu vois, moi qui aime pas la prélogie du tout à la base, en vrai il y a des trucs très cool qui apparaissent maintenant, mais je l'ai déjà dit, je le répète à chaque fois. Et bah écoute, ça apparaît et ça vient de là, donc il faut accepter tout le canon, et bon, aimer ce qui est fait et l'accepter, et puis avancer avec ça, quoi. Voilà. Ok, merci. Adrien, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce run de Star Wars ? Eh bien écoutez, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est quand même bien débile. C'est vraiment, comme disait Zef, c'est-à-dire que c'est du pain béni. Ce truc-là, c'est sur un plateau pour moi. Avoir le droit de parler de ce qui se passe entre le 4 et le 5, entre le 5 et le 6, potentiellement c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de trucs à raconter, et en fait dès le début j'avais envie de dire oui, mais pas ça, en fait. Genre, dis-moi n'importe quoi, mais pas ça. Parce que la manière dont tu le racontes, soit c'est moi j'ai des lacunes en ce qui est canon, ce qui est légende, etc. Mais il y a vraiment des moments où je me dis non, c'est pas possible. Par exemple, là normalement, tu vois, Luke, on le prend dès sa sortie de la Cité des Nuages, et il a pas de main. Et je comprends pas, parce qu'en vrai normalement le premier truc qu'ils font c'est lui remettre une main, et peut-être que j'ai raté. Non, je suis pas d'accord. Mais ok. Après peut-être que je me fourvoie dans certains trucs, et voilà, il y a des petites aventures un peu débilos qui moi me font un peu bizarre. Je m'en fous un petit peu de savoir pour retourner sur la Cité des Nuages pour aller chercher son sabre, sachant très bien par la suite que de toute façon il le retrouvera pas, ou qu'il le retrouvera pas longtemps. Enfin c'est un peu, tu vois, c'est des trucs où avec un peu le prisme de ce que tu connais dans l'univers, ça désamorce l'intérêt, alors que la période est super intéressante. Mais c'est toujours le même truc, c'est-à-dire qu'on se concentre sur des personnages qui dans le fond ont un peu dit tout ce qu'ils avaient à dire. C'est pour ça que d'ailleurs pas Docteur Aphra. Si, c'est ça, Docteur Aphra. Si, Docteur Aphra, ouais. Fonctionne 1000 fois plus sur moi, parce que c'est un personnage que je connais pas, donc racontez-moi ce que vous voulez là-dessus. Mais tu vois, Lando, je m'en fous, en fait. C'est vraiment pas un personnage qui me branche, et en faire un espèce de MacGyver avec sa montre qui pilote tout à distance, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est un device, littéralement un device, mais c'est un outil de narration qui ne me parle pas. Et voilà, et du coup, bof quoi. Par rapport au récit, je suis un peu à distance. Par contre, il y a un truc vraiment intéressant avec Zara, qui donc n'a pas fait qu'une marque de vêtements, mais elle a aussi piloté un Star Destroyer. Et ça c'est un peu cool, ce concept. Alors c'est toujours un peu le même, hein, c'est mais regardez, si on se place du point de vue de l'Empire, il y a aussi des trucs pas cool, hein. Il y a des gens qui ont perdu leur famille dans l'explosion de l'étoile de la mort. C'est logique que des gens aient une dent contre les rebelles et très envie de les défoncer. Mais par contre, très perturbé du fait que quelqu'un s'appelle Zara, Z-H-A-R-A, et que un personnage qui lui ressemble quand même pas trop mal s'appelle Shara, S-H-A-R-A, et j'étais vraiment perdu comme un con. Attends, c'est les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une côté rebelle, machin. Enfin, bref. Mais maintenant j'ai compris, parce que j'ai
je suis idiot, mais pas tant que ça. Donc, je pense que je vais réussir à lire la suite, mais est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que j'ai envie de savoir comment Lando va peut-être les trahir, et peut-être que Luke il va retrouver son sabre, et peut-être que Leia elle va retrouver Han Solo ? Non, franchement, c'est pas, tu vois. Puis si tu me dis 4-5, t'as envie de décrocher et tu reproches des trucs d'écriture, c'est bon. Et puis après, il y a toujours, pardon, je parle longtemps, toujours ce petit problème des visages quand ils dessinent des acteurs. C'est toujours un peu cringe parce qu'ils soit ça fait de la rotoscopie sur les images de film et ça se voit de ouf, soit ils essayent d'improviser parce que ils ont pas le bon angle et puis c'est un peu creepy et enfin là Luke, vraiment une case sur deux, il a une tête aléatoire quoi. Alors sur les couves, je t'en parle même pas quoi, les couves et les variantes. Là sur le 2, il a une petite tête manga pas piqué des hannetons que je vais balancer dans le Discord là. C'est absolument dégueulasse. Ça ferait dégueuler un rat. Ouais. Je trouve c'est drôle parce que les rats peuvent pas vomir. Voilà. Je trouve dur, je trouve qu'ils sont vachement améliorés sur les visages des gens sur celui-là. Alors sur la fin de série 2020, enfin de Star Wars, il visait vraiment un peu un truc photo, c'était dégueulasse. Là, Lando, je trouve qu'il a vraiment la bonne gueule. Leia aussi. C'est vrai que Luke, bon, il a une sale gueule de base, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que Luke, les autres ça va, je trouve. Les autres, ça va. Ok. Donc Adrien a aimé. Ça, on peut résumer ça comme ça, mais pas trop. C'est ça. Lulu, toi qui, je crois, ne connais pas très bien l'univers Star Wars, est-ce que tu as apprécié, est-ce que tu as réussi à suivre ce run ? Oh oui, arriver à suivre, ça va, c'est pas trop compliqué. Non, moi j'avais beaucoup aimé le travail de Damien et puis de Benoît, et du coup je me suis dit je vais regarder ce qu'a fait leur frère Jésus 16. Et j'ai pas été déçue parce que c'est à peu près du même calibre. Putain, j'ai ok. Ouais, oh là là. Elle est un peu longue, mais elle se savoure. Ouais, Non, c'est pas. Je peux pas dire que j'ai aimé. Je peux dire que j'ai pas aimé. Et en fait, au-delà de l'aspect graphique qui est peu intéressant, je trouve quand même du point de vue de la narration, c'est quand même un truc qui est axé action. Et j'ai trouvé ça très lent. J'ai trouvé que le rythme était vraiment lourd, que les scènes de bataille spatiale étaient complètement empesées par les dialogues, et qu'il y avait quelque chose de l'absence de dynamisme qui était assez problématique. Et complètement en rupture avec ce que les films peuvent donner. Alors je crois que c'est le premier comic Star Wars que je lis, mais c'est pas le premier comics de SF, action, space opéra, et je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un problème sur le rythme de la narration pour des dialogues qui en plus sont un peu clichés, enfin. Ouais. Sur la psychologie des personnages, c'est très. Dans Star Wars, c'est pas non plus incroyable, mais c'est du style Lando, Leia qui lui dit non, mais je vais pas vous laisser parce que vous allez nous trahir. Enfin, une fois sur 3, tu pourrais les virer les cases, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu. Ouais, en fait, le problème, c'est le problème de Charles Soule. En fait, j'ai l'impression qu'il a. Enfin, c'est un problème. Moi, ce que je reproche beaucoup sur. Il met en scène un problème entre guillemets qui est censé être un truc un peu lourd entre guillemets ou mal, et en fait il le règle très très vite. T'as l'impression qu'il n'arrive pas à faire une grande narration, donc il n'arrive pas à placer ses pions dans ce qu'il voudrait faire en fait, et du coup ça donne parfois des trucs un peu bateaux, genre t'es méchant et la page suivante c'est non en fait t'es gentil ou un truc comme ça, et c'est très vite réglé. C'est ce qui rend un gros problème de narration chez lui, je trouve. Ouais, et puis ça balance des concepts. C'est du gros fan service ici et là, mais en fait c'est ultra étriqué. Enfin, je veux dire, Charles Soule là, tu vois, il fait un slalom entre des
entre des choses qu'on sait déjà et dont il peut pas dévier en fait, parce que sinon juste ça marche plus. Donc je trouve que c'est très étriqué, quoi, tu vois, le potentiel de narration, alors que s'il allait tu vois ce qui s'est passé avec Dr. Aphra, ou là ce qu'il pourrait raconter avec Zara, enfin franchement, faites-moi un comics, une issue qui est juste sur elle, tu vois. Franchement, je serais ultra intéressé de connaître son histoire et tout ça. Mais là, essayer de dire, en plus, ce moment ridicule où elle dit genre, il va être bien surpris quand je vais lui susurrer à l'oreille le nom de la personne que j'ai perdue dans l'étoile de la mort. Et tu sais, là, allez, come on, tu vois, genre, tu le dis ou tu le dis pas, mais genre, placer ce truc là, tous les twists de fin, parce que pour le coup ça c'est assez fidèle, il y a vraiment un twist de fin par chapitre, à chaque fois t'es là, ça marche pas, surtout que le comics d'après ne rebondit absolument pas dessus, enfin je sais pas, c'est juste que c'est pas les comics Star Wars que je veux voir, et c'est pour ça que j'aime autant Mandalorian, parce que c'est vraiment de l'extension d'univers. Et pourtant, Mandalorian, je peux te dire que en termes de fanservice, c'est que ça, quoi. C'est lourd, vraiment, c'est lourd, mais c'est bien. Putain, mais c'est fait de manière ultra maline. Ouais, on va peut-être pas rentrer dans le débat Mandalorian, sinon on en a pour... Zef, tu vas pas dérapage. Conclure, tu vas continuer à lire, toi? Conclure. Moi, je vais continuer, oui, parce que j'ai envie de me nourrir au Star Wars et puis voilà, donc je le continue, mais en vrai, je le lis avec beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de moments où je fais oh non, mec, sérieux. Et je veux dire, il y a une issue sur 3, je me dis ok, j'arrête, j'en ai ras le cul en fait. Mais je continue à lire. Mais il y a des trucs qui sont cool en vrai dedans, il y a des détails qui sont assez intéressants, mais je pense que ça demande beaucoup de prise sur soi au bout d'un moment, quoi. Mais voilà. D'accord. Très bien, merci Zef. Donc c'était Star Wars, sorti chez Marvel en 2020, écrit par Charles Soule et dessiné par Jesus Saiz, on va dire. Donc plutôt hétérogène, mais avec des très bonnes idées et plutôt destiné aux fans, si j'ai bien compris. On a eu Blue in Green chez Image Comics, chroniqué par Lulu, et Lonely Receiver chez Aftershock, chroniqué par Adrien. Zef, c'est chez Panini Comics les VF de Star Wars, c'est ça, hein? C'est une excellente question. Je crois que c'est ça, et je crois qu'il sort, il les sort tous, hein, il n'y a pas d'exception. De retour dans Comics Outcast 154, et avant d'aborder le focus, je vous rappelle que nous sommes présents sur à peu près tous les réseaux sociaux, que ce soit le vaisseau Hypersensas ou Comics Outcast, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Sur Facebook, on a un petit groupe très sympa qui s'appelle le Bouya Comics Club, ou BCC, où on peut discuter de tout ce qui tourne autour des comics, etc. C'est très sympa, je vous invite à le rejoindre, et où on poste aussi les derniers épisodes où on discute sur nos émissions. Et comme vous avez pu l'entendre, on fait beaucoup référence au Discord, au Discord Vaisseau Hypersensas, où les patronautes, on en parlera tout à l'heure, réagissent à l'émission en direct, et c'est pour ça, ils nous apportent beaucoup d'informations, et c'est pour ça que vous entendez parfois qu'on répond aux patronautes ou qu'on apporte des précisions sur nos reviews. Le focus aujourd'hui, c'est Sex Criminal, j'arrive pas à le prononcer, sorti chez Image Comics en 2015, qui est disponible en VF chez Glénat Comics, écrit par Mac Fraction et dessiné par Chip Zdarsky. Et je crois que c'est Lulu qui va nous en parler. Absolument, donc un comics qui est terminé depuis peu. Il y a donc 31 issues, ce qui a fait très peur à mes petits camarades quand j'ai annoncé ça. La première issue est sortie en 2014, et donc la toute dernière, qui est la 31e mais qu'ils ont numéroté 69 parce que, comme vous l'aurez compris, c'est très orienté sexe, est sortie là, je crois, au mois d'octobre. Parce que du coup c'est à Lyon, ça se passe, ça, le 69 ? Ouais, exactement. Parce qu'ils aiment bien aussi le jeu des départements aux États-Unis. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle de Suzy. Suzy, qui est une jeune femme qui se sent bien seule. On continue dans la thématique de la souffrance et de la détresse un petit peu psychologique. Son père est mort lorsqu'elle était petite. Sa mère en a bavé et s'est réfugiée dans l'alcool. De plus, Suzy a une particularité qui fait qu'elle se sent encore plus en dehors du monde et encore plus coupée de ses semblables. Alors, bon, elle emballe pas mal, elle aime les hommes et le sexe avec les hommes.
elle jouit sans difficulté pendant le coït, je vais même pas le dire. Donc elle correspond plutôt aux représentations normées des rapports hétérosexuels. Donc elle n'a pas trop de questions à se poser, à ceci près que au moment de jouir, elle arrête le temps. Alors donc elle arrête le temps pour toute l'existence autour d'elle, alors qu'elle peut continuer à se mouvoir et à faire des trucs. Et visuellement, ça se représente un peu comme il y a un petit peu des rubans de lumière multicolores, un peu comme à la fin de La Belle et la Bête. Attention, spoiler alert sur la Belle et la Bête si vous l'avez pas vu. Quand la Bête finit par se retransformer en prince, il y a une espèce de tourbillon de lumière de toutes les couleurs. Ça m'a fait penser à ça. What? Donc c'est pour vous représenter, mais... J'aime bien, tu sais, qu'on ait vraiment un focus clairement destiné à un lectorat adulte, mais qu'on fasse quand même des références à des choses pour les enfants de 5-6 ans, tu vois, Non, mais je connaissais pas la fin, c'est pour ça. Ah, bah désolé. Donc Suzy se sent bien seule au monde, en bien et en mal. En bien parce que donc ces moments où elle se retrouve finalement sans avoir à interagir avec le reste de l'humanité, ça lui ouvre un espace de calme et d'introspection, loin de ses problèmes. Et puis donc elle se sent mal elle se sent seule en mal aussi parce que bien sûr elle se croit seule à être seule dans ce cas, et donc c'est compliqué jusqu'au jour où elle rencontre John Johnson à une fête. Il est grand, il est beau et il lui cite du Lolita de Nabokov dans le texte. Donc moi aussi je tomberai au premier regard. Ils se plaisent mutuellement et voilà-t-il pas que John aussi arrête le temps au moment de l'orgasme. Suzy n'est plus toute seule, John non plus. Et c'est parti pour 55 heures d'un premier date, le date le plus long de l'histoire de l'humanité, pendant lequel ils font connaissance, discutent de tout et de rien, mangent, font la bête à deux dos, se dévorent l'un l'autre et se sentent bien moins seuls. Mais vous allez me dire, pourquoi ce titre ? Sex Criminals. Bon, la partie sexe. Bon, sexe, vous avez compris. Mais quid de Criminals ? J'y viens. Pour des questions de revanche personnelle que je vous laisserai découvrir si vous lisez Sex Criminals, John et Suzy se mettent à utiliser leur super pouvoir pour braquer des banques. Et grâce, en faisant cela, ils arrivent à amasser pas mal d'argent. Jusqu'au jour où, alors qu'ils sont dans leur bulle orgasmique atemporelle, tranquillou pour préparer un mauvais coup, débarque la Sex Police, vêtue de combinaisons ultra white, un peu dérangeant, un peu sexy mais un peu moche en même temps. Et à sa tête, il y a Myrtle Spurge, donc qui est un nom absolument à consonance sexuelle en anglais, qui se pose en chef de cet escadron qui en fait ne contient que 3 personnes. Spurge, ça fait un peu penser au sprooch, au sperme qui jouit, tout ça, voilà, qui jaillit. Non, c'est assez direct dans l'évocation. Donc John et Suzy, qui se croyaient humanisés par leur coït cosmique, se rendent compte qu'il y a d'autres personnes comme eux et qu'elles ne leur veulent pas que du bien. Alors, on a... Donc c'est vraiment le cœur de l'histoire, mais Matt Fraction et Zdarsky développent aussi toute une galerie de personnages qui, au-delà du couple John et Suzy, leur permettent d'explorer plein de facettes différentes de la psychologie humaine, de la sexualité, puisque vous aurez compris que c'est le thème central du comics, mais aussi des blessures personnelles qui affectent ou empêchent d'avoir une vie sentimentale
satisfaisante et heureuse. Donc le comics prend vraiment beaucoup d'ampleur au fur et à mesure et consacre pas mal de temps à tous ces personnages qui sont très bien développés. C'est un comics qui est très drôle. Moi, je me suis bidonnée en le lisant. L'auteur Fraction, il est vraiment très très fort et il prend vraiment son pied à faire des jeux de mots un peu pourris basés sur le vocabulaire sexuel. Pour vous donner un exemple, dans une des dernières issues, c'est vraiment un truc qui a très peu d'importance, mais voilà, c'est pour donner aussi un peu une idée du niveau de détail et de richesse, disons, dans l'univers. À un moment, Suzy est sur un vieil ordinateur et elle essaye de résoudre un peu un problème. Et il y a un petit pictogramme de clitoris qui apparaît et qui s'appelle Clitty. Et qui est donc une référence à Clippy dans l'ancien Word, qui était ce petit trombone qui pouvait nous aider quand on avait du mal à faire quelque chose avec le traitement de texte. Donc voilà, donc c'est un peu des petits détails comme ça partout. C'est bourré d'affiches de parodies porno de films célèbres. Genre, il y a donc The Hangover, donc qui est le titre anglais de The Very Bad Trip, où on voit, en fait, c'est Gang Bang Over, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors, bien évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est pas pour les enfants de 9 ans, c'est pas comme Black Science. C'est très cru, frontal dans la représentation de la nudité. Je crois que j'ai jamais vu autant de pénis en comics qu'en lisant Sex Criminals. C'est assez cru aussi dans la représentation des rapports sexuels, mais c'est pas porno. Enfin, je sais pas, le but, c'est pas l'excitation, c'est vraiment plutôt d'être sex positive et de normaliser un petit peu tout ça. Ça combat aussi le slut-shaming, mais c'est pas non plus genre si t'aimes pas le sexe, t'as un problème. Au contraire, en fait, ça aborde vraiment la sexualité ou la sexualité de plein de façons différentes. Voilà, c'est très généreux, il y a masse de bonus, il y a à la fin de chaque issue, il y a des sex tips, donc des petits conseils sexualité qui sont en fait pas du tout des conseils, c'est pas du tout sérieux, c'est plus c'est complètement délirant. Il y a un courrier des lecteurs qui là pour le coup est bien réel. Je crois dans le premier TPB, ils ont inclus la transcription d'un faux dialogue de téléphone rose entre Matt Fraction et Chip Zdarsky, et en fait qui est un vrai truc qu'ils ont enregistré. Donc on peut écouter leur voix. Je vous mets le lien et puis on pourra peut-être le remettre après dans les infos de l'épisode. Donc voilà, quoi, c'est vraiment très très développé, très généreux et voilà. Et graphiquement, ça fait le job. Il y a des très très belles cases, je trouve, mais on peut en discuter plus. Vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Je rappelle que Comics Outcast est un podcast familial, écouté en famille, dans la voiture, bien sûr. Et notre corps n'est pas sale. Notre corps n'est pas sale. Adrien, qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc j'ai lu une bonne partie du premier TPB ce matin et je remercie chaleureusement Lulu de m'avoir donné cette occasion de découvrir Sex Criminals. J'ai vraiment énormément ri. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à voir du sexe, voir des crimes, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi drôle et, comme le dit Lulu, bienveillant. Je pense qu'une bonne partie de l'humour, pas que, mais vient de la manière dont la narratrice met en scène l'ensemble. Il y a vraiment quelque chose de très très méta où on voit notamment la narratrice, oui, qui s'adresse à nous, je veux dire presque face caméra. Elle nous regarde et elle nous raconte l'histoire. Et il y a des allers-retours entre son enfance, sa jeunesse, le présent, qui est vraiment mis en scène. Moi, j'avais vraiment l'impression de regarder
un peu un film, quoi. Il y a un côté très réalisé, très mis en scène, qu'on voit pas beaucoup dans les comics, mais qui, cela dit, fait penser un peu à Hawkeye aussi par moment. Et je trouve que c'est vraiment une des forces quand même de ce comics, quoi. C'est la manière dont tout ça est raconté, mis en scène, et ça donne un ensemble qui est, bah oui, à la fois très drôle, assez bienveillant par rapport au thème qu'il aborde, et puis avec en tout cas sur le premier TPB, un high concept qui fonctionne très très bien, qui est quand même assez intéressant. D'ailleurs, il a en commun avec Lonely Receiver que visiblement l'orgasme se ferait dans un endroit déconnecté de notre réalité. Voilà, j'avais envie de dire ça. Et j'ai trouvé ça plutôt joli, en fait. Pas forcément ultra convaincu du petit coup de Photoshop pour faire les effets de La Belle et la Bête qui entourent nos personnages lors de l'orgasme, mais ça fonctionne bien. Il y a un côté très, je sais pas comment le dire pour pas que ça sonne bizarre, mais très roman graphique. Moi, ça m'a vraiment évoqué des formats, en tout cas, dans le style, dans le dessin, qui serait plus dans la espèce de grande case absurde et virtuelle des romans graphiques, plus que du comics. Après, dans la narration et dans la manière dont ça se découpe par chapitre, on sent bien le séquençage et la distribution hebdomadaire ou mensuelle des propres comics. Ouais, moi c'est vraiment une super découverte. Je suis vraiment curieux, et donc du coup, si Lulu, tu peux nous teaser un tout petit peu ce qui se passe suite au premier TPB. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça vit dans le temps long. Mais le premier chapitre, super découverte pour moi. Donc il y a tout un truc, je me souviens plus exactement où ça s'arrête à la fin du premier TPB, mais donc il y a l'arc narratif donc de cette sex police qui essaye de les arrêter, quoi, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire de braquer des banques à l'aide de leur orgasme mutuel. Après, donc en fait le comics, comme je dis, se prend de l'ampleur en s'intéressant un peu à chacun des personnages, mais aussi au couple lui-même, John et Suzy, puisque c'est pas juste un long fleuve tranquille leur relation, et ils vont, voilà, ça va pas forcément se passer très très bien pour eux dans leur couple. Donc il y a aussi tout ce que ça voilà, raconte sur le couple, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, je sais pas. Attends, vas-y, Zef, si tu peux dire ce que tu en as pensé, puis après je complète. Ouais, carrément. Pareil que Adrien sur plein de points. En fait, moi, je l'ai lu hier dans l'après-midi parce que je prépare mes émissions en avance. Et du coup, j'ai fini le premier tome et j'ai pas vu le temps passer, en fait. Il y a, je sais plus, 140 pages ou un truc comme ça. Mais en vrai, j'ai vraiment pas vu le temps passer. À la fin, je me suis dit, ah merde, déjà. Et j'ai voulu enchaîner avec le tome 2 et j'ai vu que j'avais passé 5h30 à lire 130 pages, donc j'ai autre chose à faire. Mais je suis allé voir lui tout de suite sur WhatsApp et j'ai envoyé un message en mode mais putain, ça bute de ouf, le thème est complètement validé, visuellement ça bute, et surtout ça prend un prisme vraiment bizarre en fait sur la sexualité, et ça a rien de... En vrai, ça a rien de sexuel, du tout. Ça sexe le titre, mais à part le fait de voir des gens arrêter le temps en ayant un orgasme, donc en se faisant du bien, y a rien d'excitant ou de sexuel comme on pourrait l'entendre au sens primaire, voire primal. Mais du coup, le fond du thème lui-même, comme disait Lulu, est vraiment bien abordé. La narration, elle est fluide là-dessus. En fait, on parle vraiment de la façon de se faire du bien et de la façon finalement d'accepter son corps, sa façon d'être, sa façon d'aimer les choses presque. Et moi je trouve ça positif as fuck, quoi, et ça fait vraiment du bien. En fait, j'ai vraiment passé un bon moment à lire ça et j'ai hâte de voir la suite, de finir ce truc.
Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que tout a été dit sur le fond. Et j'aime beaucoup ce côté aussi narration quatrième mur par touche, parce que c'est pas tout le temps comme ça, où tu vois effectivement la scène qui se déroule et la personne qui est à côté, qui est en train de raconter en mode je t'explique la picture. Et ouais, c'est vraiment... c'est pas étonnant en même temps avec Mad Faction là-dessus, et comme tu le disais, il y a vraiment des relents de ce qu'il sait faire sur plein d'autres choses à côté, et c'est ultra agréable. C'est même d'ailleurs méta au sens où il y a l'incursion de l'auteur assez, enfin ici et là. Il y a dans le premier TPB là, il y a la scène de musical sur une chanson de Queen où toutes les cases avec les textes normalement de la chanson de Queen sont remplacées par l'éditeur en gros qui dit c'est on n'a pas les droits pour les trucs et tout, et qui du coup tu sais ça dure 3 pages et c'est super long, et à la fin genre il raconte un peu sa vie parce qu'il doit remplir les cases avec autre chose qui dit autre chose que juste on n'a pas eu les droits, et je sais pas si c'est, en fait je sais même pas si c'est vrai ou pas, tu vois, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment essayé de négocier les droits. Je suis sûr que la blague elle est drôle telle quelle par l'incursion de l'auteur dans le truc. Et il y a un autre moment aussi où le personnage principal nous raconte, genre tu sais t'as une case où ils sont en train de préparer une fête, et juste après il y a une fête et elle dit et voilà par la magie de l'édition c'est déjà la fête. je trouve ça vraiment très très drôle, et ouais tout ça est vraiment très positif quoi, et on s'attache vraiment au personnage. Et là tu vois Lulu, ce que tu disais tout à l'heure que leur couple va vivre des moments difficiles, je sais que c'est typiquement le genre de relation où il y a c'est tellement bien écrit sur leur complicité que je sais que ça va me faire du mal, tu vois, s'ils se respectent plus, ou tu vois, ou que leur couple est mis à mal. Je sais que ça va me toucher parce que c'est suffisamment bien écrit, et que finalement le high concept peut rester un peu derrière, et c'est pas grave si y a pas des grandes révélations sur le pouvoir de l'orgasme. Ça y est, en fait je m'en fous un peu quelque part. C'est les personnages et leur relation qui va m'intéresser. Ouais, alors si, quand même, pour compléter un petit peu et pour teaser, bon, déjà, le grand sujet, c'est le sexe, mais c'est aussi et surtout l'amour. Et ça, voilà, ils vont à fond là-dedans. Et il y a bien une explication. Enfin, c'est vraiment tenu de bout en bout, et ça ne se délite pas au fur et à mesure. Enfin, je sais pas où ça en fait, ça reste le cœur du sujet, quoi. Ouais, puis l'intrigue continue à progresser, tout le truc de la sex police et tout, enfin ça évolue vraiment. Et il y a en fond, il y a aussi, alors c'est un peu peut-être ce qui est le moins développé et le plus cliché du comics, mais il y a un peu une grande corporation qui est présidée par un mec qui s'appelle Badal, et qui est un peu un grand méchant, un grand patron evil, et qui est un peu responsable, enfin en tout cas sa banque, la banque dont il est propriétaire, est responsable de la mort du père de Suzy. Et en fait, donc c'est ces banques à lui dans lesquelles ils commettent des braquages. Enfin, il y a tout un truc, et ça monte aussi vraiment enfin ça reste toujours un développement de l'intrigue. Et la némésis qui est Myrtle Spurge, donc la chef de la sex police là, son personnage aussi à elle évolue. Enfin c'est pas juste l'antagoniste un peu comme le commandeur Zara, où c'est un peu un personnage plat et pas très, qui joue un rôle juste d'antagoniste. Non, c'est vraiment un vrai. Ouais, c'est vraiment un vrai perso, et il va y avoir aussi des rebondissements et une évolution dans les conflits, disons, qui font avancer la narration, et c'est vraiment bien tenu, c'est fort quoi. Et aujourd'hui, ça en est où? C'est terminé? Ok. Ouais. C'est terminé depuis combien de temps? Là, depuis le mois d'octobre, et c'est marrant parce que du coup, dans les dernières issues, ils font référence au port du masque, à la sexualité avec le masque et tout. Ouais, c'est rigolo, ouais, dans les sextips à la fin. C'est hyper drôle. Ouais. Et c'est vraiment... c'est vraiment compliqué de finir cette phrase quand j'ai oublié ce que je voulais dire. Merde, je sais plus.
Non, mais ouais, c'est. Enfin, et puis pour rajouter sur le côté méta. Enfin, ouais, ça, c'est pareil aussi, ça reste tout du long. Et enfin, c'est bourré d'idées tout le temps. Enfin, jusque dans le courrier des lecteurs. Il y a sans arrêt, effectivement, la figure du dessinateur et ou de l'auteur qui surgit dans le récit. Et c'est hyper malin. Et voilà, c'est vraiment réussi comme œuvre. En fait, je trouve que j'adore ce genre de narration où en fait le propos de base de dire bah voilà, quand j'ai un orgasme j'arrête le temps, en vrai il prend c'est l'effet waouh en fait du récit, mais la construction elle se fait uniquement sur les personnages et sur leur histoire entre eux en fait, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait comme tu disais Adrien, en fait tu t'attaches clairement plus au perso qu'à l'histoire. Et en fait, tu les suis dans leur vie plus que dans une histoire qui est autour de ce truc concept phénoménal de ouf, quoi. Et en vrai, c'est ça qui est complètement dingue, et ce qui fait la preuve d'une bonne narration, je pense, là-dessus, c'est que, comme tu disais, Adrien, en fait, ouais, t'as pas envie qu'il leur arrive des merdes. T'as pas envie qu'ils aient mal, t'as pas envie qu'ils soient maltraités par leur auteur, alors que bah, c'est ce qu'il faut pour que le récit avance, mais c'est assez intelligemment fait pour que l'effet waouh du regarde, on arrête le temps et on vole des banques, bah, en vrai c'est pas super important dans l'histoire, mais on te le remet dans la gueule au bon moment avec la Sex Police qui arrive en mode attends, mais quoi, c'est quoi ce truc de la Sex Police, et attends, du coup il y a autre chose derrière, et en fait tu te rends compte que bah oui, si une personne est capable de faire un truc dans le monde, c'est forcément pas la seule, donc il y a d'autres personnes, donc il y a forcément quelque chose derrière, et c'est en fait ouais, ça vient par couche au fur et à mesure de récit, et c'est génial en fait. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je serais vraiment pas étonné qu'il y ait une adaptation genre Netflix. En fait, on dirait une série Netflix dessinée, quoi. Je trouve. Mais réussi. Oui. Ça arrive. Oui, non, mais si. Oui, t'as raison. Ouais, non, effectivement, c'est très cinématographique et ça marche bien. Je pense que visuellement, alors après, il faudrait, je sais pas, parce qu'il y a quand même tout un tas de trucs qui seraient difficiles à représenter, parce que le voir dessiner, c'est une chose, le voir avec des vrais acteurs, c'est peut-être une autre chose. Là, ça tombe vraiment dans T'as Sex Education qui le fait très bien aussi sur Netflix. Ouais, mais on voit à aucun moment on voit d'organes génitaux dans Sex Education. Bon, ben HBO alors. Ouais, c'est ça. Ouais, il y aura un problème de minorité de mineurs dans Sex Education. Ouais, c'est ça. Oui, mais non, il y a vraiment énormément de... Enfin, c'est très, très frontal dans la représentation, et je pense que dans un passage à l'écran, ça deviendrait vraiment de l'ordre justement de la sexualisation. Enfin, tu vois, ce que Zev disait, que c'était pas sexuel en fait quand tu lisais le comics. Oui, c'est vrai je pense que dans un passage avec des acteurs, ça serait... Ouais, et puis il y a des vrais moments poétiques, tu vois, quand elle rencontre ce mec et que tu comprends qu'elle en tombe un petit peu amoureuse, enfin, ou du moins que quelque chose se passe et que toute la scène se met à flotter et qu'ils sont isolés plus que tous les deux au milieu de la fête. C'est... Bah ouais, typiquement ça c'est très comics. C'est voilà, il y a que le comics qui peut faire ça et qui peut dessiner ça de façon jolie sans que ça soit... Après c'est possible dans une série, mais... c'est exactement le genre de et c'est exactement le genre de moment où tu te dirais ah oui, ça c'est adapté d'une idée de mise en scène de comics, quoi. Ok, bah merci Lulu de nous avoir présenté Sex Criminal. Donc c'était sorti en 2015 chez Image Comics, et vous pouvez retrouver la VF chez Glénat. Donc je pense qu'il y a pas mal de TPB qui sont déjà sortis. Écrit par Matt Fraction et dessiné par Chip Zdarsky, et c'est complètement plébiscité par nos trois chroniqueurs. Publicité, exactement. Ouais. Publicité. Publicité. Ouais. C'est ça, plusieurs fois. On va passer à la prochaine partie juste après ce jingle. Alors, vous le savez, si vous nous suivez au moins depuis l'émission 100, ce que vous faites certainement, je n'en doute pas, nous présentons un département qui correspond au numéro de l'émission, donc 154, département 54. Attendez, attention, parce que je pense que Gigos va sauter au plafond et faire plein de bruit sur le Discord. C'est la Meurthe-et-Moselle. Ah, mais en fait, c'est ça, les épisodes, c'est les départements, d'accord, je l'avais pas. Ah ouais, tu vois, bah oui, c'est malin.
C'est parce que sinon, alors des fois ça arrive qu'on se plante, mais c'est très rare. C'est les hosts un peu avinés qui le font. Meurthe-et-Moselle, département de la Lorraine. Alors, je connais pas le nouveau nom de la région, mais peu importe. Dont la préfecture est Nancy, bien sûr. Le Grand Est. Mais nous, le Grand Est, exactement. Mais nous, ce qui nous intéresse pas, c'est pas les préfectures, c'est les noms de villes un peu rigolos. Donc on a Antelup, Barbatrupt, on a Aran et An. C'est très, très étrange. On a l'autre Pierre. Voilà. Il doit y avoir sûrement une ville qui s'appelle Pierre autre part. On a Avril, connu pour sa vigne, bien sûr. On a Blénod, Lespont Oui, à elle est Mousson. bien. Blénod, Lespont à Mousson. Moi, je pense très fortement à tous ces collégiens, ces lycéens qui doivent écrire au début de l'année le nom de leur ville dans des toutes petites cases. On a Bure, voilà, connu pour ses fameuses robes. On a Ciré-sur-Vézoz. On a Ariel Dombasle sur Meurthe. Gerbécourt et Applemont, c'est autrement bon. Et attention, là, un florilège d'originalité de ville. On a La Neuveville-au-Bois, La Neuveville derrière Fou, La Neuveville devant Bayon, La Neuveville devant Nancy. Voilà, donc le mec n'avait pas trop d'idées, c'est bien. On a Loro-Montsey, je sais pas ce que ça veut dire. On a Panne, qui est la ville où était le fameux coup. Rebancourt-sur-Made, qui est un repère de super vilain. Tremble-Court, ça j'adore, ça fait ville un peu Warhammer, ou en tout cas médiévale. Vaudeville, la ville où il y a effectivement le plus de ménage à trois en France, et Xerma-Ménil, qui est sûrement le nom d'un médicament. Voilà, donc, la ville la moins déprimée du monde. C'est ça, prenez un Xerma-Ménil après avoir écouté l'émission, ça vous fera du bien. Bah, big up à Pont-à-Mousson en tout cas, parce que on a incroyable. Des patronautes qui. Ça se dit Pont-à-Mousson, pardon. Je sais pas. Pont-à-Mousson. Ouais, Xerma-Ménil la guerrière, elle est trop bien. Xerma-Ménil la guerrière, bravo. C'est trop. Donc, dans la troisième partie de ces émissions, on a l'habitude de faire un HLP, autrement dit hors les bulles, c'est-à-dire qu'on va parler de comics, mais qui sont sur des médias qui ne sont pas papier, c'est-à-dire des films, des séries, des podcasts, des jeux vidéo, comme dans l'épisode 153. Et cette fois-ci, on va remonter dans le temps, on va revenir 20 ans en arrière et on va parler du premier X-Men de la trilogie de Bryan Singer. Qui veut faire un résumé? Attends, tu t'es trompé, t'as dit 20 ans, mais le film il a 10 ans, Maxi. C'est pas Eh bien non, Zef, il faut que je t'annonce quelque chose de terrible. X-Men est sorti il y a 20 ans. Ouais. Le coup de vieux. Je me souviens parce que j'étais presque adulte quand je suis allé le voir et ça me faisait chier du coup d'y penser d'un coup. Quand je l'ai regardé l'autre jour, ma copine m'a dit ah oui, je l'ai vu quand j'étais gamine. J'ai fait non. T'étais pas gamine du tout en fait. On était déjà des adolescents bien tassés. Bien tassés. J'étais allé le voir au cinéma de Fréjus quand j'étais dans le sud. Le petit 3 salles qu'il y avait là-bas, c'était le cinéma du coin. Le seul cinéma, putain. Moi, je pense que le j'ai Vox, vu mon gars, bien sûr, Jonathan, toi-même, tu sais. Putain. Et voilà. Est-ce que qui nous raconte X-Men, Lulu? Je suis sûr que t'es... Ah non, moi je... Ah merde, on m'entend plus. On m'entend à nouveau. Si, je préfère passer mon tour. Bah, je peux, si tu veux. C'est pas... En vrai, le film se déroule dans les jours pas si lointains d'aujourd'hui, c'est ce qui est dit. Et en fait, on a le début. Le début se passe au comité. Alors, je souhaite un comité aux États-Unis, comme ils en font beaucoup avec des gens importants dedans. Je sais pas ce qu'ils font exactement. Où t'as beaucoup de sénateurs et t'as une doctoresse qui présente l'évolution de l'humain à travers le temps et en disant que bah oui, aujourd'hui il y a des mutations entre guillemets qui sont faites. Et t'as un sénateur Kelly qui est là et qui dit oui, mais ces mutants ils sont dangereux parce que ils lisent dans les pensées, nous privons de notre liberté fondamentale le plus propre. Et voilà. Et après on a un homme à roulette qui parle à un vieux bonhomme qui dit t'inquiète, les humains ils vont changer, en fait ça va pas faire comme le reste. Et l'autre il dit non parce que je vais me battre pour ça. Et puis après ils réunissent chacun leur team et ils se battent et c'est les gentils qui gagnent. C'est un beau résumé. Magnifique. C'est ça. Moi j'aurais pu le résumer aussi en fait. Ah bah voilà, tu vois, il fallait. Non, je sais pas, en vrai c'est vraiment je trouve le film qui fait l'adaptation alors, j'en avais un très mauvais souvenir en vrai. Assez mauvais parce que je pense que c'était une purge à la base et en fait en le revoyant
je le trouvais pas si mal que ça par rapport à ce que c'était. Et je trouve que c'est une bonne. Enfin, moi, je retrouvais un peu le X-Men de Claremont dans l'idée, quoi. Et je trouve que c'était une bonne. Un bon petit lot, sachant que le plot de base, c'est effectivement voilà, la confrérie des mutants avec Magneto et ses potes qui vont essayer de montrer au monde que les mutants, c'est les hommes supérieurs et de l'autre côté, on a Charles Xavier qui essaye de combattre tout ça avec ses X-Men. Le plot de Magneto, c'est de créer une machine qui créerait des mutants, des humains qui sont normaux, c'est-à-dire il va les transformer. Et pour ça, voilà, il essaye de transformer en fait tous les grands dirigeants du monde qui se réunissent à un moment T dans le film, en se disant voilà, comme ça, eux aussi seront des mutants et ils seront obligés de reconnaître que les mutants, c'est la supériorité. Simplement. Voilà. Et ça foire, bien sûr. T'as peut-être un mauvais souvenir à cause du 3, en fait, tout simplement. Parce que le 1 et le 2 sont pas si mauvais au final. Ouais, un peu. Et je pense qu'en fait, quand on a parlé de chroniquer ça, j'ai tout sauf le 3. C'est hors de question, je me retape ceux de purge. Mais en vrai, il est pas si mal. En fait, le seul défaut que je trouve à ce film, c'est l'écriture des personnages, enfin la mise en avant des personnages à part Wolverine et Jean Grey, qui sont les deux seuls personnages qui sont un peu les Rogue qui sont présentés. Un peu présentés. On a un réalisateur un scénariste qui devait pas aimer Cyclope parce qu'il a genre 2 lignes, qui devait pas kiffer non plus Roro parce qu'elle a genre 4 lignes, qui devait clairement pas aimer Dents de Sabre parce qu'il parle pas du tout. Et voilà. Est-ce qu'en 2000, Cyclope dans les comics c'était aussi intéressant? Parce que moi je l'aimais pas non plus à l'époque. Bah quand même, je pense. D'ailleurs, petit fun fact, il y a un moment où Cyclope, ils sont à la gare et ils regardent vers un gamin. Et normalement, le gamin, il est censé avoir un peu peur parce que c'est toujours dans cette société où les gens ont peur des mutants. Mais en fait, quand il le voit, l'acteur, genre, le petit, il lui fait un grand sourire parce que juste, c'est son personnage préféré de comics et qu'il est trop content. Et les producteurs ont choisi de garder cette version-là parce que ça montre un peu, genre, les gens qui, peut-être la nouvelle génération qui aura moins peur des mutants et moins peur des différences et qui, voilà, ça marche à peu près. Mais donc visiblement Cyclope devait être un petit peu connu et aimé à ce moment-là quand même. Bah, c'était pas enfin moi je me souviens de la série animée. Il était quand même vraiment, pour moi c'était un peu le chef dans ma tête. Oui, c'est le chef, ouais. C'est le dirigeant des X-Men, enfin du groupe, quoi. Quand sur le terrain c'était le tacticien, quoi. Ouais, donc ça voilà, je pense que clairement il y avait quelque chose d'un peu mieux à faire que tout simplement le mettre en rival de Logan, quoi. Ouais, clairement, ouais. Oui, parce qu'il y a toujours eu ce côté un peu rival, puis autour de Jean Grey en trophée, quoi. C'est un peu ça. Mais ouais, c'est pas non plus, je sais pas comment. En vrai, quand tu regardes le film à l'époque et tu vois ce qui a été fait depuis, bah tu dis que c'est un bon film. C'est ça qui est dangereux, quoi. C'est quand tu vois clair, Age of Apocalypse. Moi, j'étais resté un peu sur ce X-Men, en fait, sur cette équipe, surtout avec les acteurs qu'il y avait, quoi. Et du coup, le casting est vraiment cool sur la suite, quoi. Ouais, grave. Et Wolverine n'était pas si mal à l'époque, je trouve, dans les 2 premiers films. Faudrait que je revoie le 2, du coup, mais dans le 1, je trouve qu'il était pas si mal en termes de personnages, alors qu'à partir, je sais plus, du 2, enfin du 3, c'est devenu une purge, quoi. C'est le mec, c'était le central en permanence, c'était un peu relou. Il joue pas quand même, franchement. Alors globalement, ça joue pas très bien, mais Hugh Jackman, je trouve c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est pas la subtilité qui l'étouffe. Et mais dans les scènes d'action, par contre, ça envoie, je trouve. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que les scènes d'action sont rarement lisibles. C'est quand même vraiment le bordel. Tu piges pas trop comment elles se résolvent parfois, tu vois. C'est genre, t'en as un des deux qui perd le combat, mais t'as pas bien compris le coup. Enfin, je sais pas, je trouve pas que ce soit ultra bien réalisé. Mais après, oui, bien sûr, Hugh Jackman, tu vois, il a un charisme physique, tu vois, assez évident. Et d'ailleurs, on peut se dire que ça aurait pu être à sa place Russell Crowe,
qui n'a pas voulu le rôle. Sinon, il y avait aussi Mel Gibson, Viggo Mortensen, Edward Norton. Voilà, Viggo, j'aurais kiffé. Keanu Reeves et le grand Jean-Claude Van Damme qui a été imaginé. Ça aurait été un peu foufou. Ouais, et du coup, dans les petites fun facts, saviez-vous que celui qui joue le crapaud joue aussi Darth Maul, voilà. Mais d'ailleurs, c'est clairement. Je vois la ressemblance. T'avais vu la ressemblance ? Ouais. Ouais. Moi, je l'ai vu au moment où il ferme l'ascenseur en pétant la gueule de Storm. Voilà, grave. C'était sûr. Ah ouais, quand il reprend son bâton là, pour moi, c'est clairement une ref. Ouais, c'est exactement ça. Ça peut pas être pas fait exprès, quoi. C'est un film qui fonctionne quand même à plein de niveaux, qui cinématographiquement est pas inintéressant. On est obligé maintenant de faire abstraction du fait que Bryan Singer a quand même des grosses casseroles d'agression. Est un sale type, voilà. Est un sale type, et voilà. Donc, on profite de Disney Plus pour regarder ces films sans l'engraisser personnellement. Mais je trouve que quand même au niveau, le casting, pour moi, là, malgré ce qui a pu être dit, c'est la grande force, quoi, de cette adaptation. Et Ian McKellen en Magneto, je trouve que ça marche vachement bien. Patrick Stewart, ouais. En Charles Xavier, c'est parfait. Ali Berry, Famke Janssen, voilà, tout ça, je trouve que c'est hyper bien. Et Hugh Jackman, c'est là où c'est au moment où ça a coupé. Moi, je le trouve vraiment bien. Il a quand même une pilosité incroyable. Il est d'une suavité pileuse qui est... Oui, clairement. Ça résume bien. C'est ça. Puis en vrai, il faut vraiment le remettre dans le contexte de l'époque en termes de films de super-héros. C'était le film de super-héros qui réussissait là où où beaucoup s'étaient cassé un peu la gueule, quoi. Et en vrai, il y avait des petits trucs dedans qui étaient cool. On essayait de repérer les super-héros à côté. Kitty Pryde au début, tu vois, des petits trucs comme ça, en se disant ah putain, c'est elle, regarde, on la voit. Ça, c'était vraiment, donc je pense que c'est une réussite à ce niveau-là, en fait. Après, c'est pas à niveau de ce que fait le MCU aujourd'hui, clairement pas. Il y a aucune comparaison possible. Et c'est ce qui est dommage, en fait, c'est que finalement ils ont pas réussi à convertir un coup d'essai qui était plutôt bon, en fait. Oh quand même, t'as quand même aujourd'hui, juste après ça, énormément de films X-Men qui prouvent que quand même 20th Century Fox a été bien content. Ils étaient pas chauds quand même du tout à la base d'investir dans une grosse franchise de super-héros parce qu'ils savaient pas trop si ça allait marcher ou pas. Ils ont donné que 75 millions, ce qui à l'époque était vraiment tout petit, parce que pour un blockbuster d'été, normalement c'était plutôt de l'ordre de 100 millions, quoi. Donc ils y étaient quand même un peu petits bras, et quand même, derrière c'est un énorme carton. Donc mais c'est vrai, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que c'est le balbutiement d'une nouvelle industrie, pivot avec Blade, comme nous l'avait expliqué Ben dans un temps, ce qui d'ailleurs peut expliquer l'omniprésence de cuir noir. Avec après Blade et Matrix juste avant, ici ils étaient un petit peu dans cette tendance, voilà, tiens, on va leur coller tous plutôt que du spandex jaune. D'ailleurs ils s'en amusent dans les répliques. Ils font un peu de méta là-dessus en disant tu voulais quoi, du spandex jaune, mais effectivement c'est sûr que c'est un pivot, puis une autre culture aussi, quoi, à un moment où d'ailleurs c'est déjà Kevin Feige, qui est, il était pas aussi puissant qu'il peut l'être aujourd'hui, mais il était déjà producteur associé. Je pense qu'il s'est un peu fait la main sur le truc, mais Bryan Singer, tu vois, il était quand même un peu à la masse par rapport à ce genre d'univers et tout. Il avait déjà il voulait pas faire le film à la base parce que pour lui les super-héros c'était un peu pour les enfants, ce qui était le cas aussi de McKellen, tu vois. Genre, les gens n'étaient pas motivés de ouf pour aller s'embarquer dans ce genre d'aventure là.
tu sais, t'as quand même, pour moi, un truc un peu marquant, c'est le fait que Bryan Singer, il avait interdit à tout le monde de lire les comics X-Men. Tu vois, il voulait pas que ces acteurs s'inspirent des personnages. Ce qui est, quand tu le dis, c'est ouf, quoi. Enfin, je trouve ça assez dingue qu'un réalisateur ils disent non, vous inspirez pas des personnages des comics. Ça semble assez maboule, quoi. Oui, mais ce que je veux dire dans le sens transformer l'essai, c'est que tous les films qui sont sortis, je vais englober le 2 dans la réussite, parce qu'en vrai, il est pas de mémoire, il est pas si mal que ça. Mais après, ça reste beaucoup de purge, quoi. En vrai, tous les films X-Men qui sont sortis derrière sont mauvais. Il y a rien à tirer. C'est clair. Et ce que je veux dire, transformer l'essai, c'est de se dire, ok, on commence à créer un univers, essayons de le respecter et de construire brique sur brique ce qu'il y a avec, quoi, tu vois. Quand même, pour moi, le grand... Parce que du coup, ça remonte à ce film-là. Tu vois que c'est leur incapacité à traiter Jean Grey correctement, quoi. Ah bah, clairement. Ouais. J'ai l'impression que c'est le plus gros échec, quoi, de cette licence-là, quoi. C'est d'avoir vraiment tourné autour du pot et d'y être repris à 3 fois pour raconter le même truc. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation de déjà-vu. À revenir en arrière, là, à revoir le premier, vraiment un truc un peu pénible de ah putain, c'est encore une fois la même histoire. Enfin... Ouais, c'était pas une belle réussite, ça, tu vois. C'est un peu la première trilogie de films de super-héros, non ? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, je crois. Et Blade 3, c'était pas déjà... Est-ce que déjà... vous conseilleriez à des gens de voir cette trilogie s'ils sont fans de films de super-héros ? Enfin, tous ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes que nous et qui ont pas vu ça à l'époque ? Ou est-ce qu'on peut s'en passer ? Ou est-ce que... voilà, quoi. Ben, comme dit le Discord, tu vois, moi j'aurais entré plutôt les gens vers First Class. Enfin, si je crois, j'ai l'impression que c'est... Ouais, je sais pas. Perso, First Class, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas un bon souvenir, faut que je le revoie, mais j'ai pas un super souvenir du film. Et en fait, je trouve que c'est un bon film pour ceux qui aiment pas forcément les comics, mais qui veulent voir un film un peu d'action sur les comics, quoi, tu vois. En vrai, le MCU, il est vachement connoté aujourd'hui. Il faut les gens ont du mal à rentrer dedans aujourd'hui en se disant bah oui, mais il faut tout voir parce que c'est vachement impressionnant. Et bon, il a ce petit côté un peu arriéré qui est sympa sur X-Men, quoi. Je sais pas. Après, je dis ça, je me convainc pas moi-même en le disant. Donc. Ok. Lulu, tu veux dire quelque chose de plus sur ce film ? Ouais, non, moi vous m'entendez ou pas ? Non. Allô ? Ouais, ça y est, pardon. C'est bon. C'est mon micro qui ne capte pas ma voix. Vous m'entendez ? Ouais. Oui, c'est bon. Ouais, ok. Moi, je sais pas, je pense qu'il c'est difficile de détacher mon affect de l'époque où j'avais vachement attendu le film et où c'était lié aussi. Enfin, tu vois, c'était un peu les premières fois où j'échangeais avec mon père et mon frère sur les comics qui m'expliquaient que Wolverine, son vrai nom, c'était Logan et Malicia, c'était machin. Enfin, du coup, j'ai vachement de souvenirs du film quand il est sorti, je sais pas, 2000, j'avais 12 ans, non, 13 ans et demi. Et du coup, là, j'ai retrouvé, tu vois, en le revoyant, je l'avais pas revu depuis très très longtemps, et j'ai retrouvé quand même des scènes où je me suis dit ah putain ouais, c'est cool quand même. Enfin, je trouve c'est quand même un film qui a de la gueule. Et certes, les effets spéciaux de la fin, quand il y a la bagarre sur la Tour Eiffel, j'allais dire non, la Statue de la Liberté, non, la Statue de la Liberté. C'est horrible. Enfin, ça fait vraiment ça. T'as les yeux qui saignent tellement c'est daté et qu'il n'y avait pas de budget. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Mais à part ça, quand même, il y a des cools effets spéciaux, notamment sur Mystique, qui, je trouve, n'ont pas vieilli. Et ce qui fait que c'est un film qui, en tout cas visuellement, est encore propre maintenant. Voilà, si on accepte la scène finale, et puis le générique aussi qui est absolument dégueulasse, et c'est à peu près les mêmes visuels. Mais moi, j'aime bien ce film. Je trouve que c'est une bonne introduction aux X-Men et ça fonctionne, quoi. Enfin, ouais.
un petit côté nostalgique, en tout cas pour nous. Oui, ouais. Merci à vous de nous avoir donné votre avis sur X-Men, donc un film qui est de Bryan Singer qui est sorti en 2000. Ça nous intéresserait d'ailleurs à ceux qui ne l'avaient pas encore vu, peut-être qui sont plus habitués au MCU, si vous le regardez, si ça vous donnait envie de regarder, de nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Sachez que Comics Outcast fait partie du label VHS, Vaisseau Hyper Sans Sas, et que nous avons un Patreon. Donc si vous avez apprécié ce podcast et les autres podcasts de ce label, et que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce. Allez voir sur Patreon, il y a plusieurs paliers qui donnent différents avantages. À partir du moment où vous êtes Patreon, vous pouvez venir sur notre Discord dans un channel privé, et vous pouvez écouter en direct ce podcast, comme vous avez pu le comprendre. Voilà, mais si vous êtes aussi auditeur des autres podcasts, il y a Whisperos, Contrecast, Défaussé, il y a Kumité sur Jean-Claude Van Damme, C'est cool, c'est quoi, 20th Century Toys, Mister Anyone et le petit dernier 6388 avec Zéphiriel et Théo Rivière qui nous parlent de l'univers des jeux de société, des jeux de plateau, mais au niveau de la création. D'ailleurs, les patronautes qui ont un palier supérieur à 10 €, de 10 à plus, ont l'honneur et on a la grande fierté de pouvoir les citer dans l'émission. Donc on remercie Jean-Baptiste, Pierre, Yakbar, Alak, Johanny, Vincent, Lionel, Fanny, Matt et Perchac. Merci beaucoup à vous, les trois chroniqueurs, de nous avoir fait aimer des reviews, des comics et un film. Avec plaisir. Zéphiriel, où est-ce qu'on te retrouve prochainement ? Là tout de suite au moment de l'enregistrement, un peu partout sur le net, toujours pareil. Si vous êtes intéressé dans le jeu de rôle et que vous voulez en faire pendant le confinement, n'hésitez pas à le dire et à me dire sur quoi vous voulez jouer. Je vous donnerai rendez-vous pour jouer. Et voilà. Je confirme, c'est très cool d'avoir Zéphiriel comme maître de jeu. Lulu, et toi, on te retrouve dans une prochaine émission, peut-être. On me retrouve dans les Brèves de Café, qui est aussi un bonus patronaute que Zéphiriel monte. Et voilà. N'hésitez pas à y jeter une oreille. Et puis sinon dans le Discord, de façon assez régulière, n'est-ce pas ? Et toi, Adrien, notre cher réalisateur ? Le plus simple, c'est de venir me voir sur Discord également, puis sur Twitter aussi, @AdrienLarouzé, Z2E. Voilà. Parfait. Ah oui, effectivement, j'ai oublié que j'intégrais la team Whisperos aussi. Mais oui, donc, je sais mais pas, tu m'as tendu si c'était public. Mais mais tu m'as tendu une perche que je n'ai absolument pas saisie parce que voilà. Mais oui. Et merci à tous nos auditeurs, merci aux patronautes, merci à tous ces patronautes qui nous suivent et qui nous envoient plein de messages qui nous font énormément rire et aussi qui nous reprennent sur toute notre boulette. Voilà. Et merci, c'était Comics Outcast 154 et à bientôt. À très bientôt, merci aux patronautes. Effectivement, prenez soin de vous. On a l'air intéressant et intelligent, mais c'est juste parce qu'on répète ce qu'ils nous disent dans l'oreillette, donc c'est très, très pratique. Ah, ils peuvent nous parler pendant qu'on fait l'émission, j'ai pas vu. Pas besoin de taper sur Google, en fait, c'est notre Google à nous, les patronautes. Ouais, grave, c'est toujours pratique. C'est notre IA. Vous trouvez pas que dans X-Men, ce qui a le plus vieilli, c'est les sourcils de Jean Grey ? Non. Je sais pas.